History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots. Bonjour et bienvenue dans cette 15e émission de History avec Nathan et Roman. Bonjour. Donc le concept 10 mots et un thème, et on doit vous écrire une histoire chacun. Il y aura bien entendu la rubrique de Roman. Pour petit rappel, donc les mots et le thème de cette semaine, donc c'est poids, vol, trolleybus, cage, corde, dilemme, rugir, vie, tapisser et femme, et le thème c'est l'Afrique du Sud. Sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Nathan. J'ai décidé de partir en Afrique. C'est ce qu'a dit cette femme, Normie, nommée Cathy. Elle avait 35 ans et a passé sa vie à tapisser. Et ça l'ennuie, Cathy, de faire ça. Depuis toute petite, elle souhaite devenir chercheuse dans un parc naturel. Elle souhaite étudier et s'occuper de tous les animaux d'un centre. Les oiseaux, étudier leur vol, leur poids. Mais l'animal dont elle veut vraiment s'occuper, c'est les lions. Quoi de plus beau que les lions ? C'est l'animal roi de la savane. Lorsqu'il rugit, tout le monde lui montre son respect. C'était décidé. Cathy allait partir. Le dilemme d'un emploi stable en ville avec son petit confort et l'aventure d'être chercheuse et de ne pas savoir ce qui va l'attendre le lendemain. C'était son choix. J'ai oublié ma transition dans l'histoire. Je sais pas où aller. Après discussion avec sa femme, notre héroïne put partir. Elle prit le trolleybus et alla à la gare la plus proche. C'est parti pour un voyage de plus de 24 heures jusqu'à destination. Elle ne partait pas sans diplôme, non. Elle avait déjà un master en biologie animale. Mais par faute de chance, elle n'avait jamais trouvé un emploi. Et c'était l'occasion en or pour elle. Elle a trouvé sur Pôle emploi, comme ça. Non mais en vrai, ça c'est... Dans mon histoire, ça faisait longtemps qu'elle cherche. Bref, je cherche où j'en suis. Elle en était toute excitée et attendait avec impatience son arrivée à la réserve et son premier jour. Lorsque elle fut enfin à la réserve, on lui présenta les lieux. Bon, il ne faut pas se le cacher, c'était un peu rustique, mais beaucoup moins qu'elle pensait. Il fallait tirer une corde pour faire couler l'eau de la douche ou pour avoir de l'eau à la fontaine, mais sinon elle avait un bon lit, un petit confort dont elle était fière. Après avoir réintégré quelques animaux sauvages dans la nature, en les libérant de leur cage, son travail commença pour de bon. Après plusieurs mois, elle fut rejointe par sa femme, et après qu'elle ait trouvé un travail, finalement, Cathy et sa femme furent heureux pour le restant de leur jour. Ils eurent beaucoup d'enfants. Furent heureuses. Heureuses. Et où Ah, la régie. La régie nous fait des signes. Ah. Je suis même sûre qu'on les entend. Ouais. Mais sinon, très bonne histoire, très belle histoire, j'ai bien aimé. Très sympathique. Il faut croire en ses rêves. Oui, avec toujours les petites morales que vous faites en ce moment. C'est des petites morales un peu Disney. C'est ça. Tu feras un jour le métier de tes rêves. Poursuis tes rêves, ta passion. C'est Faudrait toujours qu'on ça que c'est vachement ça. Faudrait qu'on fasse un truc très désastreux. Ouais, Genre, un peu mieux. le gars, il est à fond dans son métier, mais sauf que... Ouais, il n'y a rien arrive qui pas. marche. Allez, c'est parti, ça sera pour la semaine prochaine. On appelle Roman Maifo, elle revient. Elle est trop Oui, c'est forte vrai. là-dedans. Ouais, c'est vrai. Le désastre. Super. On fera une émission dépressive. Ouais, bon, pas sûr Bon, que ça marche. Du coup, maintenant, on va écouter ton histoire, Roman. Donc, passons à l'histoire de Roman. Alors, je sais pas si elle est plus joyeuse ou pas, Ouais. mais on verra. Alors, cela fait déjà 1 an que je suis à Johannesburg et je vis avec ma grande-tante et mes 2 cousines. Au début, c'était vraiment pas simple pour moi car la ville était totalement différente de là où j'habitais avant, donc en France, à Poitiers. Le niveau de vie n'était pas le même et la nourriture non plus. En seulement 2 semaines, j'ai pris énormément de poids, à peu près 10 ou 15 kilos. Je sais plus, mais une chose est sûre, j'étais méconnaissable. Mais heureusement, mon mal-être est vite passé grâce aux habitants de Johannesburg, mais surtout mes voisins qui ont été très accueillants et chaleureux dès les premières semaines. Ils m'ont fait visiter toute la ville avec tous ses recoins cachés et surtout ses meilleurs bars et restaurants. Mes cousines, elles, m'ont montré tous les meilleurs musées et boutiques que cette ville regorge. Peu à peu, je suis tombée totalement amoureuse de cette ville. Alors que pourtant, c'était pas gagné. Hein. Et oui, mes parents m'ont forcée à vivre ici car ils voulaient que je m'ouvre sur le monde et surtout que j'améliore mon anglais. Et forcément, je ne voulais pas du tout partir parce que je ne voulais pas quitter mes amis, ni même mes repères ou encore même ma routine quotidienne que j'avais en France.
Ça a été très dur pour moi de partir. J'en ai beaucoup voulu à mes parents et ça surtout pendant mes 10 heures de vol qui reliaient Paris à Johannesburg. J'avais peur et j'angoissais terriblement. Lorsque ma tante est venue me chercher à l'aéroport, j'étais à 2 doigts de m'enfuir en courant pour prendre le premier avion en direction de la France. Mais heureusement, mes cousines m'ont rassurée et ont su me mettre à l'aise, même si on ne parlait pas la même langue. C'était même plutôt amusant, car lorsqu'on ne connaissait pas un mot en anglais, on le mimait ou on faisait des bruits pour se faire comprendre. On aurait dit des folles. Bon, après ça, on a pris le trolleybus pour aller à leur appartement, pour déposer mes affaires, puis on est tout de suite reparti pour aller manger quelque chose en ville. Alors là, j'avais face à moi une multitude de possibilités qui s'offraient à moi. Mais j'en ai retenu seulement que 2. Le premier était un restaurant typiquement johannesbourgeois, très compliqué à dire, dont la devanture ne m'inspirait pas trop confiance, mais dont j'étais sûre de manger un repas que je ne connaissais pas. Et donc mon second choix était porté sur un restaurant sans prise de risque, dont l'odeur m'attirait énormément et qui servait des burgers. Quel dilemme! J'optais alors pour mon premier choix. Il fallait que je sorte de ma zone de confort et que je commence à m'ouvrir à cette nouvelle culture qui me tendait les bras. Ah, je fus loin d'être déçue. J'ai pris du chakalaka. Quel délice! Cette marinade de légumes parfaitement tapissée de curry et de piment a su ravir mes papilles, à tel point qu'il est devenu mon plat préféré. Après ce bon dîner et une petite marche digestive, nous sommes finalement allés nous coucher car c'était le lendemain que les choses sérieuses allaient commencer. Mon premier jour à l'école. Une fois encore, le stress me gagna à 8 heures, lorsque je me trouvais devant le lycée qui allait être ma cage pendant les 2 prochaines années. Mais une fois encore, cette angoisse était inutile, car les gens de ma classe m'ont tout de suite intégrée dans leur groupe d'amis. Alors je ne sais pas si c'est le fait que j'étais étrangère, ou alors le fait que ma cousine était soi-disant populaire au lycée, mais c'est vrai que mon intégration s'est faite très rapidement. Et pour mon plus grand plaisir, bien sûr. Après les cours, je faisais, et je fais encore d'ailleurs, du tir à l'arc. Cette activité n'est pas très répandue là où je vis, mais je dois la pratiquer régulièrement pour ne pas que mon niveau régresse. Mon entraîneuse est une femme très talentueuse, qui m'aide tous les soirs sur la position de mon corps ou encore sur la position de mes doigts sur la corde. Ce sont des conseils qui m'aident beaucoup pour mes compétitions, même si je n'en gagne que très peu, ce qui, d'ailleurs, a le don de me faire rugir de colère. Car mes adversaires sont certes peu nombreux, mais beaucoup plus talentueux qu'en France. Enfin bref, ou sinon, à part ce petit détail où je rage un peu, ma vie se passe ici merveilleusement bien. Et finalement, je remercie mes parents de m'avoir forcé à venir ici. Oh. Tous les mots en fait genre ils sont calés. En fait tu fais pas beaucoup de descriptions, j'ai l'impression. Ouais. Beaucoup de descriptions, genre c'est pas genre par exemple les éléments perturbateurs, tout ça. Genre il y en a moins, mais du coup tout est ultra bien décrit, tout en fait. Oui. C'est qu'en fait j'aime pas utiliser. Enfin je me suis rendu compte j'aime pas utiliser un mot. Par exemple. Je sais pas, rugir, je veux pas l'utiliser en mode ça va être une action qui va être au centre de mon histoire. Ouais. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je veux que ça soit un mot qui sorte comme ça. En fait, je suis en train d'écrire mon histoire et hop, tiens, rugir, ça irait bien là. Même si j'avoue que rugir, j'ai galéré en fait à le placer. Du coup, j'ai été obligée de le lier à mon histoire un peu plus. Enfin bref, voilà, comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte de ça. Je commence à écrire et puis après, c'est après que je mets les mots, quoi. Enfin, pendant. Moi, je fais l'inverse. Au lieu de décrire, je l'écris très peu. Oui, mais du coup, ça va au concret, quoi. C'est. En fait, c'est pour genre comme ça, les gens ils s'imaginent ce qu'ils veulent en fait. Moi, tu laisses pas. Ils s'imaginent Cathy, ils s'imaginent. J'avoue, Cathy, t'as pas fait de description sur comment elle est. Juste, je crois que t'as dit son âge et puis c'est tout. Ouais, pas. Si, t'as dit juste son âge. Ouais, t'as dit son âge et c'est tout. Et puis les gens ils s'imaginent ce qu'ils veulent, la disposition de la pièce, etc. Moi j'ai mon imagination de comment je la fais, mon histoire. Et les gens ils font leur imagination. Mais je trouve ça pas plus mal parce que du coup on a des styles un peu différents. Oui. Ce qui fait que ça fait pas les mêmes histoires. Même si on a des imaginations différentes, il y a les styles d'écriture qui sont pas les mêmes, le lexique, etc. Et du coup ça fait vraiment diversifier. Il y en a, ils oublient des transitions, quoi. On va du coup passer à la 3e histoire qui est la mienne.
Alors, bonjour, je m'appelle Impilo et je suis un Boerboel. Donc c'est une race de chiens d'Afrique du Sud. Mais je ne me suis pas toujours appelé comme ça, car j'ai été élevé par des chasseurs dans une meute en Afrique du Sud. Parmi cette meute, il y avait mes parents et tous mes frères et sœurs qui étaient d'excellents chasseurs. Ils n'avaient jamais peur, tuaient sans hésiter les proies qu'ils voyaient et obéissaient sans broncher à mes maîtres. Mais moi, je n'y arrivais pas. Déjà, je n'étais pas assez rapide et discret, ce qui fait que les autres membres de la meute ne se gênaient pas pour m'exclure du groupe de chasse. Ensuite, les rares fois où je tombais sur une proie, je trouvais ça horrible de les tuer. Le poids du dilemme entre le tuer et m'intégrer au groupe, ou ne pas le tuer, laisser par exemple ce lapin vivre, mais me faire battre après par mes frères et sœurs était trop important. Donc je ne faisais rien, j'étais totalement pétrifié. Et le soir, mes maîtres m'enfermaient la nuit dans la cage. La plus grosse punition que l'un de nous pouvait avoir. Quoi de pire que d'être seul et éloigné des autres? À force, cela ne me faisait plus rien, et même au contraire, je me plaisais bien dans ma petite cage, car au moins je n'avais pas à supporter les moqueries de mes camarades. Bref, une vie pas ouf. Un jour de chasse, il faisait ultra moche, et un énorme orage rugissait au loin. Donc j'ai eu tellement peur de cet orage que j'ai couru le plus vite possible à l'opposé de la forêt. Avant de perdre la meute, donc je suis arrivé dans la périphérie d'une ville, et j'ai vite compris qu'il s'agit de la ville dont parlaient tout le temps mes maîtres, c'était Johannesburg. Donc cette ville était absolument énorme, et ça changeait de l'humidité de la cabane où j'étais gardé. Il y avait même des objets qui bougeaient tout seuls, c'était impressionnant à voir. Il y avait juste accroché une corde qui vole en fait, et j'ai appris plus tard que ça s'appelait des trolleybus. Donc les murs de ma ville en fait étaient tapissés de quelque chose de transparent. Je pouvais voir à travers les maisons, mais je pouvais pas y entrer. C'était vraiment très bizarre. Ça paraissait super moderne en fait. Donc je me suis fait recueillir par une jeune femme, et je vis maintenant ma meilleure vie avec d'autres chiens qui ont la même histoire que moi. Nous sommes tous dans un enclos appelé SPA. Voilà. Super original. Oui. Oh, vraiment très très original. Alors je tiens à préciser un truc, ça rentre pas beaucoup dans le thème. C'est vrai. Parce que, en gros, j'ai fait mon texte et tout, j'ai calé mes mots et tout. Ouais, mon perso, c'est un chien, tout ça. Et en fait, genre, le seul truc qui me restait sur ma petite fiche, genre, je raye à chaque fois les trucs qui manquent, ouais. C'était le thème. Et le thème, j'ai vu Afrique du Sud. Et là, j'ai fait ah ouais. Bon. Et donc, on va mettre Johannesburg. Ouais, on va mettre Johannesburg, une race de chiens, tu vois, qui vient d'Afrique du Sud, pardon. Mais après, ça va, t'as fait l'effort quand même Oui. de mettre des mots, comme la race de chien. Ouais. Et Impilo, c'est le chien, et c'est en zoulou, et c'est la langue la plus parlée là-bas, enfin avant l'anglais. Et donc c'est la langue locale parmi les 11 langues. Et donc Impilo, ça voulait dire, je crois, joie. D'accord, ok. Bah, je trouve ça sympa, parce que du coup, tu as fait des recherches à côté et tout pour te documenter pour ton histoire, et c'est vraiment sympa. Ouais, j'ai cherché tous les traducteurs, parce que les traducteurs français, zoulou, il n'y a rien. Du coup, ouais, j'ai quand même fait des efforts pour que ça soit. Bah ouais, donc quand même, moi je trouve que ça va, c'est pas non plus, on va pas te jeter la pierre quoi. Ça va, ça va. Aussi, je savais pas s'il y avait des trolleybus en Afrique du Sud. Bah en fait, j'ai regardé sur Google Images, vraiment Google est mon ami, et du coup, j'ai mis trolleybus et je me suis dit, bon, ça passe, je pense que ça peut se trouver. Oui, ça peut se trouver. Et du coup, les trolleybus, si j'ai bien compris, c'est des bus qui fonctionnent grâce à l'électricité. C'est moitié tramway, moitié. C'est ça. Je sais que ça existe beaucoup en Russie, je crois. Dans les pays de l'Est. Et voilà. Et le verre aussi. Genre j'avais vu que c'était très moderne en fait, Johannesburg, et qu'il y avait des gratte-ciel en verre, tout ça, je crois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est parce que c'est le verre, genre c'est pour ça, quelque chose de transparent, je pouvais voir à travers les maisons et tout, mais pas y entrer. Tu sais, genre c'est un chien, il comprend pas ce que c'est. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'est sympa que tu te sois mis en fait dans la tête du chien. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment une approche super cool. Donc vraiment très bonne originalité, vraiment très stylé. Ah, du coup, on va passer à la grande histoire de Roman. La grande histoire. Alors l'Afrique du Sud est aujourd'hui la deuxième puissance économique d'Afrique, derrière le Nigeria, avec à sa tête le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Donc ensuite, ce pays est plein de diversité et a su évoluer à travers le temps en connaissant, et comme tout pays, des événements et des périodes qui l'ont marqué et qui expliquent ce à quoi il ressemble aujourd'hui.
L'une des périodes les plus importantes, je pense, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, de l'Afrique, c'est la colonisation. Et donc plus précisément, là on va se baser sur l'Afrique du Sud et la colonisation donc, des riches et blancs européens. Donc tout commence en 1652 lorsque des colons hollandais décident d'installer une colonie qu'ils nommeront le Cap et qui servirait d'escale et de point de ravitaillement pour la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Donc pour ce faire, il y a des cultures de vin, des légumes et de fruits qui sont mis en place. Mais donc, qui dit plantation, dit terrain. Et qui dit terrain, dit propriétaire, forcément. C'est pourquoi, en 1657, la Compagnie des Indes désigne quelques-uns de leurs salariés néerlandais pour leur donner quelques terrains sud-africains pour qu'ils puissent être agriculteurs à leur compte et donc exploiter le vin, les légumes et les fruits. Et sauf que, en fait, le problème, à la base, c'est que ces terrains n'appartiennent pas à la Compagnie des Indes, comme vous vous en doutez. Et non, ils appartiennent aux populations locales, les Khoikhoi et les Bochimans. Donc, forcément, ça leur plaît pas vraiment à ces populations locales. Et donc, parce que les colons viennent quand même empiéter sur leur territoire, et en plus sans leur demander leur avis. Et puis, pour couronner le tout, les Européens amènent avec eux des maladies comme la variole, dont les Khoikhoi et les Bochimans ne sont pas préparés à combattre, et donc forcément, il y en a une partie qui décède de ces maladies. Donc les Khoikhoi et les Bochimans décident en 1659 de se révolter face aux colons néerlandais, mais en vain. Et ils ne sont pas assez bien armés et donc sont réduits en esclavage comme les personnes noires achetées à Madagascar ou encore au Mozambique. Donc peu à peu, les colons sont appelés les Boers ou bien Afrikaners. Ils comprennent à la fois les descendants des colons néerlandais, mais aussi des descendants de protestants français, cocorico, qui étaient arrivés en 1685 au Cap. Bref, les Boers, en 1675, eux, veulent plus de territoire, forcément, comme à chaque fois, et donc vont faire la guerre à d'autres peuples, comme les Bantous, qui finissent en 1780 par s'incliner face aux Boers. Et puis, en 1795, les Anglais profitent de la faillite de la Compagnie des Indes pour venir se taper l'incruste au Cap. Et ils dominent peu à peu toute la colonie du Cap pour qu'en 1814, le traité de Berlin, donc c'est un traité qui partage les différents territoires africains un peu comme un gâteau et qui les attribue aux pays européens. Aux puissances coloniales. Voilà, c'est ça. Et sans, bien sûr, demander l'avis aux personnes sur place, aux populations africaines. Voilà, parce que sinon, ça serait pas drôle. Et donc, la colonie du Cap passe officiellement sous l'administration britannique, qui instaure de nouvelles lois, comme l'abolition de l'esclavage en 1833. Et donc ces lois ne plaisent absolument pas aux Boers qui décident de s'en aller vers le nord-est de l'Afrique du Sud de 1834 à 1835 et ça s'appelle le Grand Trek. Donc de là, les Boers gagnent de nombreux territoires comme le Transvaal et l'Orange qui deviennent respectivement indépendants en 1852 et 1854. Donc ensuite, entre 1879 et 1897, les Britanniques, eux aussi, veulent un peu conquérir des territoires. Le cap, ne leur suffit plus. Ils combattent alors à l'est des populations africaines comme les Zoulous, qu'on parlait tout à l'heure, parce qu'en plus d'être une langue, c'était une population, et ça l'est encore. Et qui sont obligés donc les Zoulous sont obligés de céder leur territoire qui s'appelle le Natal. Et comme vous en doutez, les Britanniques et les Boers ne s'apprécient toujours pas avec le temps. Alors plusieurs guerres éclatent entre eux, entre 1880 et 1902. Et ce sont les Boers les grands perdants de ces guerres. Ils y perdent alors le territoire de l'Orange qu'ils avaient gagné, ainsi que le territoire Transvaal, qui appartiennent du coup désormais à l'Empire britannique, qui accorde plus d'autonomie à toutes ces colonies africaines en 1905. Puis à partir de 1911, les Anglais et les Boers se réconcilient, ils redeviennent amis. Et en fait, ils créent quelque chose de fantastique, c'est les lois ségrégatives. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas saisi, c'est quand même du sarcasme, voilà. Et donc ces lois, comme leur nom l'indique, vont retirer des droits aux personnes noires en donnant de nouveaux droits aux personnes blanches. Par exemple, les personnes noires ne pouvaient pas avoir d'emploi qualifié, c'était réservé aux personnes blanches.
Ils ne pouvaient ni acheter, ni louer, ni exploiter 90% des terres d'Afrique du Sud. Ou encore, ils ne pouvaient pas voter. Voilà, super. Et petit plus, les Noirs qui n'avaient pas d'emploi devaient à partir de 1929 se déplacer avec un permis de circulation. Voilà, juste pour contrôler la population tout le temps. Mais il me semble que même maintenant, il y a beaucoup de fermiers d'Afrique du Sud qui ont des terrains absolument énormes et qui sont des populations blanches, tout ça. Oui, en fait, c'est un peu un problème encore. C'est-à-dire que c'est les ancêtres des Boers. Les Boers, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Blancs qui ont gardé ces territoires qui, normalement, ne leur appartiennent pas. Parce que quand on revient donc à l'histoire que j'en étais, là où normalement les Boers ont piqué en fait ces territoires alors que normalement c'était aux populations locales. Et donc les personnes qui vivent en Afrique du Sud sont là, mais ça vous appartient pas ces territoires. Enfin vous les avez volés, c'est la colonisation quoi, vous les avez volés. Il y a des problèmes, des tensions. Oui, il y a des problèmes, il y a des tensions. Il y avait même eu des lynchages, je crois, des trucs comme ça. Il y a eu des meurtres. Ouais, voilà, il y a eu des meurtres. Il n'y a même pas eu. Il y a 2 ans, on appelait ça un génocide de blancs, mais c'est faux. C'est pas un génocide de blancs. C'était je sais plus qui est-ce qui en avait parlé en France, et du coup, c'était devenu un génocide de blancs, mais c'est pas du tout le mot qu'il faut employer parce que j'ai regardé je me suis informée. Et donc, en fait, comparé aux meurtres qu'il y avait, par exemple, en 2017, il me semble qu'il y avait 100 000 meurtres, de crimes en Afrique du Sud, et il y avait à peu près, je crois, 64 crimes sur des fermiers, des meurtres. Et donc, comparé, on ne peut pas appeler ça un génocide. En fait, forcément, en France, 64, ça fait beaucoup. Mais là-bas, c'est rien. Enfin, c'est rien avec des guillemets. Et donc, on ne peut pas appeler ça un génocide. Voilà, c'est juste pour clarifier. Après, je pense que tu le savais, mais voilà. Oui. Donc, j'en étais où Oui, les droits qu'on retire donc aux personnes noires. Et donc, c'était un petit échantillon de ce que les personnes noires subissaient à cette époque. Mais pourtant, ils ne se laissent pas faire. Il y a des partis politiques comme le Congrès national africain, ou en anglais African National Congress, mon accent anglais, ANC, ou sinon en abrégé. Et donc, ces partis politiques surviennent pour se battre pour l'égalité, mais malheureusement, pratiquement rien ne change après ça. C'est à partir de 1848 que l'apartheid vient accentuer les lois ségrégatives, avec l'interdiction des mariages et de relations sexuelles entre les personnes noires et blanches, mais aussi avec une séparation entre les riches blancs minoritaires qui vivent dans des villes développées, un peu comme en Europe, qui est vraiment, quand tu regardes les photos, on dirait vraiment que c'est en Europe, alors qu'en fait, non, c'est en Afrique du Sud. Alors qu'en fait, à côté, il y a les Noirs qui, eux, les personnes noires qui sont pourtant majoritaires en Afrique du Sud, mais qui sont considérées comme des étrangers et vivent dans des bidonvilles, alors que les Blancs sont considérés comme des citoyens. Donc là, on voit déjà la grosse différence, la grosse ségrégation qu'il y a dessus. Et donc, à cette époque, l'opposition politique est beaucoup plus compliquée qu'avant, car les opposants à l'apartheid, comme le Congrès national africain, que je viens de dire tout à l'heure, sont interdits en 1960, donc le Congrès national africain est interdit en 1960, et son principal représentant, donc Nelson Mandela, que vous connaissez sûrement, est recherché par la police et par la CIA aussi, et il est finalement arrêté en 1962 et condamné à la perpétuité en 1964, donc ça rigole pas. Et ce n'est que le 2 février 1990 que les choses changent enfin. Ça se déroule donc 1 an après l'arrivée au pouvoir de Frédéric de Klerk, qui réautorise le parti politique du Congrès national africain, réinstaure la liberté de la presse et libère Nelson Mandela. Et en juin 1991, la dernière loi sur l'apartheid est supprimée. Donc c'est déjà la fin de l'apartheid. En avril 1994... Je recommence. En avril 1994, les premières élections présidentielles auxquelles les personnes noires peuvent participer se déroulent enfin. Et devinez qui les remporte ? C'est une question. J'ai déjà vu, mince. La question, c'est marqué la réponse, c'est Nelson Mandela. Ouais, tu as gagné, Nathan. Et donc Nelson Mandela devient alors le premier président noir de l'Afrique du Sud. Donc après son mandat, les inégalités persistent encore. Et aujourd'hui, il faut le savoir, le pays doit se battre face à d'importants problèmes comme le VIH qui concernerait 19% des adultes, ou encore l'alphabétisation dont le taux dans le pays est de 86%. Voilà, on finit sur une petite note de joie.
Merci beaucoup, Roman. C'était super intéressant, Merci. comme d'habitude. C'est gentil. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté History. Les prochains mots de la semaine, ce sera racine, verdure, capture, billard, personne, vinaigre, révolution, rouille, Clara et cadeau. Et donc le thème, c'est l'Espagne au Moyen-Âge. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM, contact@radio-delta.fr. On vous laisse avec Johnny Clegg et sa chanson, je sais pas la prononcer. Assis Bonanga. Merci. C'était Romain, Nathan et Roman. Au revoir. Au revoir. C'était super synchro.